cette vidéo pour vous aider à rendre la lecture du cours sur le langage plus fluide. Ça vous facilitera la tâche concernant le travail que j'attends de votre part, à savoir la rédaction d'une conclusion de ce cours. Une conclusion qui met en valeur votre préférence dans ce corpus. D'accord? Et vous m'expliquez pourquoi vous préférez telle thèse dans l'ensemble étudié. Et vous me synthétisez cet ensemble étudié. Donc je vais vous faire une publication, donc cette vidéo qui n'ajoute rien au cours déjà assez, donc 13 pages disponibles sur le Padlet. Vous pouvez télécharger le PDF sur le langage au complet dans le Padlet. Mais c'est juste pour, voilà, pour vous peut-être vous faciliter, enfin vous fluidifier la lecture de ce cours, d'accord? Je vais passer un peu en revue de manière orale, histoire que ce soit pour vous pas juste une copie de 13 pages PDF à lire tout seul comme ça. Donc, le langage. On a d'abord une introduction et j'ai découpé le corpus en 3 parties. La première, on définit le langage comme le propre de l'homme, avec Aristote et Descartes. Certains d'entre vous m'ont envoyé leur synthèse de ces deux thèses et avec leurs préférences. Donc voilà, c'est top. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, vous pouvez le faire, mais axez-vous maintenant plutôt sur la synthèse et la lecture de ce cours. La deuxième partie, c'est l'ineffable. Ça, on l'a bien vu en cours, normalement. La troisième partie, c'est le sujet est-il un effet du langage. On va étudier la relation entre le langage et notre vie psychique. Est-ce que c'est le langage qui nous définit en tant que sujet? Et la quatrième, c'est les fonctions et les limites du langage. Et là, on parle aussi de l'utilisation du langage en politique. On l'a déjà abordé à travers la sociolinguistique, à travers Bourdieu, et pour certains, on l'avait vu en cours avec Foucault, pour la terminale ES1. Je ne pense pas que la ES2 l'ait vu. Donc voilà, le cours est divisé en 4 parties. Donc l'introduction. L'introduction nous permet de définir le langage. Donc il y en a 2. J'en ai proposé 2 des définitions. La première, c'est tout système de signes permettant la communication. Et la deuxième met justement plus en valeur le lien entre le langage et la pensée. Si on étudie le langage en philo, c'est vraiment pour interroger ce lien subtil qu'il y a entre la pensée et le langage. Que ce soit le langage qui puisse déterminer certaines choses, le langage qui puisse ouvrir certaines choses, le langage qui peut développer d'autres choses. C'est vraiment le lien entre le langage et la pensée. Bon, c'est souvent le lien entre la pensée et beaucoup de choses en philo, hein. En tout cas en terminale. Donc, la deuxième, donc, qui rend ce lien entre pensée et langage plus apparent. Donc, fonction d'expression de la pensée et de communication entre les humains. Donc, on exprime la pensée et la communication entre les humains. Elle est mise en œuvre par la parole ou par l'écriture. Étymologiquement, langage nous vient du latin lingua, qui veut dire langue, et lingua vient du grec logos. Le logos, c'est un mot très important dans l'histoire de la philosophie, parce qu'il désigne à la fois le langage, le discours. Vous vous souvenez, dans le cours sur la démonstration, on avait expliqué que la démonstration avait besoin de discursivité. D'accord? Donc elle a besoin d'un discours, donc de langage. Donc le langage signifie, le logos signifie à la fois parole, discours et raison, entendement, pensée. C'est vraiment le même mot qui désigne ces deux choses. Donc quand on a une traduction d'un texte, quand on lit un texte d'Aristote en français, il nous vient de la traduction du grec. Si vous voyez le mot langage ou si vous voyez le mot entendement, raison, c'est le même mot, logos, à l'origine. Dans le texte en grec, on utilise le mot logos. Donc langage, pensée, parole, entendement, discours. Et en introduction, je vous ai parlé de la distinction aussi entre le signifiant et le signifié. Ça, on ne l'a pas vu en cours, il me semble. Donc ça nous vient de Saussure. Je ne l'ai pas signalé sur cette copie.
sur ce polycopier. Saussure, c'est un linguiste du 19e siècle et il précisait que dans un mot c'est à la fois un signifiant et un signifié. Par exemple, pour le mot girafe, girafe en tant que son, girafe, c'est le signifiant du mot. Girafe, comme son, c'est le signifiant. Le signifié, c'est l'expression de ce mot, l'expression de ce concept, enfin ce qu'il exprime. La girafe elle-même, d'accord? Ou toutes les girafes, l'idée de girafe, le concept de girafe. Les girafes, la girafe. Ça, c'est le signifié, d'accord? Vous l'avez en image dans le polycopier. En introduction, je commence par Aristote, pour qui parler, qui dira que l'homme, qui définira l'homme en ce qu'il est doué de logos, et c'est ainsi qu'il est apte à la vie en communauté et qu'il est apte à créer des sociétés. Le langage est ce qui permet de mettre en commun. Ça nous amène à la première partie, où on étudie le langage, l'usage de la parole comme le propre de l'homme, sous le point de vue aristotélicien et du point de vue cartésien, avec Descartes. On a 2 textes, donc je vous invite à les lire, à les étudier tranquillement, à vous attacher à chaque mot, comme à chaque texte proposé en philo, et ça vous permettra de saisir la pensée de l'auteur. Et voilà, je vous conseille à chaque texte, vous faites un petit résumé, ce qui vous permettra de rédiger la conclusion, d'accord, de rédiger la conclusion de la manière la plus claire possible pour vous. Donc, l'homme, le propre de l'homme, l'usage de la parole. Aristote et Descartes. On est en page 3. En page 4 et 5, on a la deuxième partie de ce cours, qui est le thème de l'ineffable. On l'a vu en cours. Moi, ce que je vous ai proposé, c'est d'opposer Hegel à Jankélévitch. Donc Hegel, on l'a vu en cours, Hegel, pour lui, l'ineffable n'existe pas. Il est mis en valeur par certains récits, par certains auteurs, par certains courants artistiques. Hegel s'oppose à cette thèse. Ce n'est pas dans l'ineffable qu'on trouve l'expression la plus haute de nos sentiments ou de nos valeurs, ou de quelque expression plus haute qu'elle soit. Exprimer la pensée n'est abouti que quand les choses sont dites, que quand la pensée est dite. Donc il n'y a rien que je pense qui ne puisse être transposé à travers des mots, qui ne puisse être transmis par le langage. Et c'est justement quand je n'arrive pas à dire ce que je pense, et que je l'exprime ne serait-ce qu'en musique ou autrement, c'est que la pensée n'est pas encore aboutie. La pensée aboutie et son expression la plus haute, elle l'est par le mot. Il n'y a pas d'ineffable. Et pourquoi l'ineffable n'existe pas? Parce que notre pensée même s'élabore dans le langage même. C'est grâce aux mots que je pense. C'est dans les mots que nous pensons. C'est comme ça que commence son texte. Donc je vous laisse le relire pour bien vous imprégner de sa thèse et l'opposer à Jankélévitch, qui nous parle du charme. Le je ne sais quoi, le je ne sais quoi, c'est quelque chose qui a été très développé dans la pensée de Jankélévitch, que vous avez pu voir avec la photo qu'il est contemporain. Il est mort dans les années 90, il me semble, bon, je ne suis pas sûre, vérifier. En tout cas, c'est un philosophe du XXe siècle. Et Vladimir Jankélévitch nous parle du charme dans ce texte, d'accord, et il défend l'ineffable. Donc je vous laisse aussi prendre connaissance de ce texte, que j'ai annoté. Pour les termes un peu problématiques, vous avez les petites définitions en note de bas de page. Et dans ce texte, Jankélévitch parle du charme et de l'ineffable, notamment parce que c'est dans un ouvrage c'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Fauré et l'inexprimable, parce que Fauré, Gabriel Fauré, un compositeur du 19e siècle, et du début 20e siècle,
avait comme projet de traduire, d'exprimer dans ses compositions l'intraduisible. D'accord? Il voulait en musique, justement, il voulait, l'ineffable faisait partie de son projet artistique à Gabriel Fauré. Donc Jean Kelevitch développe une thèse à ce propos et parle du charme, en profite pour développer l'idée du charme. Voilà, il est dans ce texte, dans la deuxième partie du cours. Je profite d'Hegel pour passer à la troisième partie. Le sujet était un effet du langage. La question que je pose, c'est est-ce que c'est le langage qui me permet de me définir? Justement, est-ce que le fait de penser à travers le langage influe sur ma personnalité? Ou on peut se poser la question des langues. Est-ce que dans nos cultures, nous sommes différents les uns des autres parce que notre langue est différente et que notre langue influe sur notre manière de penser, influe sur notre identité culturelle? Est-ce que penser en français, est-ce que le fait d'être francophone me fait penser d'une certaine manière, me fait aborder les choses d'une certaine manière? Est-ce que le fait d'être, je sais pas, de parler une langue, de parler chinois, de lire des idéogrammes, me fait penser d'une manière différente? Est-ce que justement mon identité, est-ce que le sujet, ma subjectivité est un effet du langage? Donc pour Hegel, c'est dans les mots que nous pensons, donc je ne peux me définir que dans et par le langage. Donc Hegel répondrait, je vous laisse deviner que Hegel dirait oui, bien sûr que la manière de penser va influer ton identité, ton langage, ta langue va imprégner ta subjectivité. Pourquoi est-ce qu'on le sait avec Hegel? Rien que sa phrase, c'est dans les mots que nous pensons, développe beaucoup de choses à ce sujet. Nietzsche ne contredira pas cela, c'est-à-dire que bien sûr la langue influe sur notre subjectivité, mais finalement il voudra aller plus loin. Nietzsche dira que notre subjectivité finalement ce n'est qu'une illusion quelque part. En fait, nous avons eu besoin du langage pour mettre de l'ordre dans ce chaos qu'est le monde. Donc le langage est longtemps apparu comme un instrument de maîtrise pratique du réel. Ce serait donc grâce au langage que nous parvenons à nous représenter et à organiser le réel. Mais le langage ne nous renseigne pas sur l'essence des choses. Le langage apparaît chez Nietzsche comme un appui, un repère que l'être humain a créé pour ne pas se perdre dans le chaos que représente le réel. Il s'est ainsi créé une protection face au réel et face à son caractère mouvant et chaotique. En donnant des noms aux choses, en nommant des concepts, l'être humain s'est cru supérieur à l'animal. Le langage a contribué à renforcer l'idée d'un monde intelligible, immuable et éternel. Or, cela n'est qu'une croyance, pour Nietzsche. Elle ne nous dévoile rien de fondamental ou d'essentiel. Donc, je vous propose un texte qui sera rapproché à celui de Bergson. Donc, qui est la suite. Pour Bergson, le langage nous éloigne des choses. Mettre des mots sur les choses inhibe notre contact avec le réel. C'est comme si les mots représentaient un filtre entre nous et la réalité, entre notre perception et le réel. D'accord ? Je vous laisse étudier cette question avec Bergson, donc en page 8. Les philosophes suivants, c'est Héraclite. Donc c'est un philosophe presque pré-socratique. Hein, Héraclite est un philosophe qui est apparu avant Socrate. Donc on fait une distinction entre les philosophes pré-socratiques et ceux qui ont les philosophes comme ça à partir de Socrate et Platon. D'accord ? Platon intervient, crée une réelle scission dans l'époque dans la philosophie grecque antique. J'y arrive. Donc Héraclite nous dit nous parle du langage et de l'importance de l'écoute. Pour Héraclite, suppose être à l'écoute du vrai.
Le texte que je vous propose enfin, c'est un très court, c'est 3 lignes seulement, d'Héraclite, donc sans intelligence, donc j'ouvrais les guillemets, sans intelligence, quand ils ont écouté, à des sourds ils ressemblent. Le dicton pour eux témoigne. Présents, ils sont absents. Ne sachant pas non plus écouter, ils ne savent pas non plus parler. Décomposez cette... Regardez bien la ponctuation, décomposez cette phrase et regardez ce qu'Héraclite accuse et ce qu'il propose dans, dans, son, dans le regard qu'il porte sur le langage. Héraclite, sans le savoir, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, vous savez, c'est celui qui est à l'origine de cette phrase qui dit qu'on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve. Tout s'écoule. Je vous ai donné une autre traduction, on ne peut descendre 2 fois dans le même fleuve. C'est que vraiment, cette idée de mouvement perpétuel de la vie, de l'existence, du réel et de sa mouvance. Vous savez, on a déjà vu en cours, on a essayé d'étudier des points de vue qui voyaient la vérité et le réel comme quelque chose d'immuable contre quelque chose de mouvant. L'idée de mouvement était perpétuelle. Héraclite, c'est un des philosophes les plus anciens auxquels on a accès aujourd'hui et qui soutient cette idée. Pour résumer. Hein. Et donc, voilà, peut-on parler pour ne rien dire? Pour Héraclite, on ne dit rien tant que l'on n'a pas écouté. D'accord? Ensuite, Platon, qui nous dit que le langage peut nous rapprocher du vrai. Donc là, on est dans les limites et les fonctions du langage. Je pense que je vous ai pas mis de... Si, on est dans le 4, donc limites et fonctions du langage. Et donc pour Platon, le logos est quelque chose qui peut être exploité par le philosophe. Et donc il peut nous rapprocher du vrai, autant qu'il peut nous en détourner. Qui nous détourne par le logos? Les sophistes. Les sophistes... S'il y a une personne qui incarne bien le sophiste pour Platon, c'est Gorgias, qui est contemporain de Platon, qui a existé aussi, hein, et c'est pas un personnage inventé. Gorgias est un sophiste, contemporain de Platon et de Socrate, et pour lui, le discours peut tout faire. Le logos, donc, a un véritable pouvoir, et la rhétorique représente un outil de persuasion politique, par exemple, et la poésie, c'est un discours générateur de phénomènes affectifs, qui permet de transporter une audience par sa magie. Donc la vérité n'est pas importante pour Gorgias. Ce qui importe, c'est l'éloquence et le pouvoir d'adhésion que possède le discours. Et Platon se passera contre Gorgias. Vous le connaissez maintenant, Platon, au nom des idées. Hein, on ne peut détourner une audience ou un interlocuteur par intérêt politique sans se soucier de la vérité, nous dit Platon. Ce qui est à placer avant toute chose est la recherche du bien, du beau, du vrai. Le logos est une faculté à exploiter vers cette direction, comme outil vers la contemplation du monde intelligible. Donc le logos, grâce à la dialectique, à la maïotique, est à exploiter vers une certaine direction. Il faut faire très attention parce que le pouvoir, le discours peut détourner de la vérité. Et il est notamment très exploité par les sophistes à des fins politiques. Et je vous ai donné un lien qui vous permet d'étudier un extrait du Gorgias, d'accord, et qui explique un extrait de cet ouvrage. Ensuite, on étudie Foucault. Foucault qui... Et je n'ai pas fait figurer dans ce corpus les textes que nous avons déjà vus ensemble, à savoir la glottophobie, le texte et le point de vue de Bourdieu sur la violence symbolique du langage. D'accord ? Donc je vous laisse consulter ce fascicule, hein, donc cet ensemble, ce polycopier, et l'étudier et me rédiger une conclusion avec ce qui vous semble le plus marquant, le plus important dans ce regard qu'on pose sur le langage en philosophie. Et comme ouverture, vous avez un extrait de La recherche du temps perdu de Marcel Proust,
qui essaie d'interroger, enfin qui donc ici ça nous permet de faire une transition avec notre cours sur l'art. Parce qu'ici Marcel Proust place la musique au-dessus de tous les arts. Et il imagine ce qu'aurait pu être le langage s'il n'était pas fait de mots, mais de sons et de musique. Au-delà de la communication des idées, cela rendrait possible une communication des âmes. C'est ce que propose cet extrait. Voilà, donc je vous laisse feuilleter ce cours. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, par mail ou sur Kik. D'accord ? Je reste disponible. Voilà, n'hésitez pas. Bon courage, bonne lecture et puis bonne rédaction de conclusion de ce cours.